Salut à tous mes petits pangolins, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc qui suit l'actualité. Vous l'aurez pas loupé je pense, il y a eu un atterrissage forcé. On peut même appeler ça un crash finalement, mais bon à la base c'était un atterrissage forcé d'un avion bimoteur à Villejuif. Donc on va reprendre tout simplement le résumax, le résumé qui nous a été fait ici par actu.fr. Voilà, j'en ai lu plusieurs mais celui-là... il nous va bien pour avoir les quelques infos de base. Donc, un avion s'écrase à Villejuif, 3 personnes blessées. Alors, on va juste, donc déjà me concernant, je vais uniquement parler au conditionnel, ça s'est passé il y a très peu de temps. Je suis pas du tout un enquêteur du BEA, du bureau d'enquête aéronautique, ou d'analyse, je sais pas. Donc je suis pas du tout enquêteur, hein, c'est juste une vidéo, on va dire, journalistique. Donc on va parler au conditionnel, juste... se poser quelques questions, explorer quelques pistes et on laissera les pilotes nous dire ce qu'il en est et également à l'enquête surtout du BEA qui sera dans plusieurs mois, peut-être années, on verra bien. Allez, on va reprendre le résumé juste pour établir les faits qui se sont passés du coup ce lundi 4 décembre 2023. Donc un avion s'est écrasé dans la cour d'un immeuble à Villejuif dans le Val-de-Marne. Alors je sais pas si vous voyez Villejuif et Val-de-Marne, mais c'est une localisation extrêmement peuplée, hein. On n'est pas au fin fond de la campagne, on est vraiment en région parisienne. Donc c'est là que ça a toute son importance et que c'est assez surprenant, c'est que vraiment il y a beaucoup de monde sur place. Alors, accident aérien dans le Val-de-Marne, ce lundi 4 décembre 2023, un avion s'est écrasé dans la cour d'un immeuble à Villejuif, indique une source à Actu Paris. 3 personnes ont été blessées, dont un homme de 80 ans. Alors, quand ils disent dont un homme de 80 ans, c'est on comprend pas trop, mais en fait il y avait trois personnes à bord, il y avait deux élèves et un instructeur de 80 ans. En tout cas moi c'est ce que j'ai compris. Ils effectuaient du coup une navigation entre Rouen et les Yvelines. Voilà, donc pour un bimoteur ça reste une petite navigation, hein, il n'y a pas grand chose, il y a je sais pas moi 1 heure Rouen, il doit y avoir je sais pas 40 minutes de vol, même pas 30 minutes. Un truc comme ça, voilà. Donc ça reste un petit vol pour un avion de cette taille-là, et puis même pour un petit avion d'aéroclub, ça reste un vol, une navigation normale, quoi. C'est pas un vol long courrier, ni non plus une navigation extrêmement longue. Alors, des causes qui restent à déterminer. Les faits ont eu lieu à 17h15. Je regarde juste que l'enregistrement soit pas arrêté. L'avion à moteur a tenté de se poser en urgence dans la cour d'un immeuble. Alors là, c'est les sources d'Actu Paris, hein. Est-ce qu'ils ont questionné le pilote en question ou quoi? Bon, ça c'est juste un constat. Ils ont juste vu qu'il s'était posé sur la route. On va explorer après les quelques pistes pourquoi il aurait voulu se poser à cet endroit-là. Pour l'heure, les circonstances de l'accident restent à déterminer. Donc c'est bien ce qu'on disait. 3 personnes étaient à bord. Voilà. Il s'agirait d'un instructeur de 80 ans, vraisemblablement le pilote, et 2 hommes de 28-29 ans. Alors 80 ans pour un instructeur, c'est vrai que c'est assez élevé. La personne la plus âgée que je connaissais, c'était Jean-Marie Saget, qui est très connu en France, il me semble qu'il est décédé, et qui volait à encore 80-82 ans sur Cap 10 à Nangis, et qui effectuait de la voltige, c'était vraiment impressionnant. Mais il faut avouer que 80 ans, déjà pour une voiture, ça dépend des gens, hein. Moi, mes grands-parents ont 80 ans, ils sont tout à fait aptes à conduire une voiture. Mais c'est sûr que il y a certaines personnes, même à 60 ans, forcément, selon l'état de santé de chacun, ça peut poser problème. Là, en l'occurrence, apparemment, ce monsieur, d'après les quelques retours que j'ai pu avoir, ce monsieur était très, très sérieux et très bon. Donc, a priori, ça serait pas dû à une perte de réflexe ou de compétence du monsieur. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes de 80 ans qui seraient pas du tout aptes déjà à conduire une voiture, ça je le vois au quotidien. Et encore moins à piloter un avion parce que ça demande énormément de travail, plus qu'en voiture. Pas forcément les mêmes réflexes, pour ceux qui se demandent voiture-avion, il y en a pas un forcément beaucoup plus dur que l'autre. Il y en a un qui demande plus de préparation, plus de travail en l'air, tout ça. Mais par contre, il y en a un, qui est la voiture, qui peut demander des réflexes vraiment plus rapides, vous voyez. Un feu rouge, une priorité à droite, un stop, des piétons à gauche à droite. Moi, je trouve que c'est pas plus stressant, mais il faut vraiment être vraiment aux aguets quand on conduit en voiture, ça peut vite être très dangereux. Alors qu'en avion, il y a plus un effet d'anticipation. Bon bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, je sens que la vidéo va prendre un peu de temps, j'en suis qu'au début. Alors,
La nationale 7 a été coupée et le secteur est à éviter. Les recherches continuent pour identifier d'éventuels débris de l'avion. Alors il n'y aurait pas de débris parce qu'il y a... Alors au niveau de la zone où il s'est vautré, il peut y avoir 2-3 débris, mais en amont, l'avion n'était pas endommagé. Il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de collision en vol, il n'y a rien eu de tout ça. Voilà. Donc ça reste superficiel sur l'appareil. Un avion de 1, ça on s'en fiche, ils reprennent la même chose. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a également réagi, merci au secours, tout ça, bon, ça ils sont bien aimables. Voilà, donc là, première photo, comme vous pouvez le voir, alors, l'appareil s'est juste arrêté au coin de l'immeuble. Donc, quand on nous parle de 3 personnes grièvement blessées, mais qui restent blessées et qui ne sont pas mortes, ça reste assez exceptionnel. Parce que comme vous pouvez le voir, il y avait des immeubles partout, je vais vous montrer un petit peu après. Il y a des immeubles absolument partout, et la moindre bifurcation de l'appareil à gauche ou à droite, avec une vitesse encore importante, aurait pu finir en carambolage, mais alors... et là, ils ont réussi à se poser, il a un peu dévié, il est venu à peine effleurer l'immeuble. Franchement, ils ont eu de la chance. Donc, pour vous montrer un petit peu plus, hop, si on descend... Je pensais que c'était une blague, il y a une dame qui a cru que c'était une blague. Là, on a une image, je vais vous montrer après exactement où ça s'est passé. Il y a une boucherie, tout ça, il y a un hôtel. On voit la grande route. Alors, à savoir que le crash s'est effectué à 17h, il devait commencer à faire nuit, ou il devait quasiment faire nuit, c'était le coucher de soleil. Donc, là, ça ressemblait à peu près à ça quand ils se sont posés. Donc, je vous laisse imaginer avec les lueurs de la route, les lueurs des véhicules, des phares des véhicules et compagnie, la difficulté de choisir à peu près sa route, de se poser. Ils devaient rien voir, les gars, ça devait être assez stressant, et c'est assez miraculeux qu'ils se soient posés à peu près dans l'axe correctement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'immeubles, et je vais vous montrer donc l'endroit où ils sont posés, on va dire. Donc voilà, vous avez le boulevard, alors boulevard Maxime Gorky à Villejuif. Donc comme vous pouvez le voir, le boulevard est vachement dégagé, donc quand même ils ont quand même pas choisi la pire route qu'il y avait. Alors j'ai vu, il y a 2-3 autres boulevards à côté, il y en a un qui est un peu plus large, mais dans ces moments-là, c'est déjà bien qu'ils aient pas perdu leurs moyens. Alors je sais pas qui pilotait à ce moment-là, mais on peut dire qu'ils ont choisi le boulevard qui allait bien, parce que ça reste tout à fait je sais pas, raisonnable quand on voit la taille du boulevard, sachant que eux ils étaient hauts, ils devaient pas trop voir tout ce qui était lampadaire et tout, ils se sont dit bon là ça va peut-être le faire. Franchement, il y avait de la place. Alors à se demander pourquoi ils ont bifurqué comme ça sur le côté. Ils sont venus s'encastrer là au niveau de la sortie de métro, et ils sont venus s'arrêter là. Alors ça peut paraître assez ironique, mais là on voit une dame avec sa poussette. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça aurait pu être dans d'autres circonstances. C'est pour ça qu'au final ça se termine vraiment bien, parce que je vous laisse imaginer le délire si c'était rempli de monde à ce moment-là. Sachant que sa vitesse à la fin devait être assez réduite, hein. Il a pas fini sa course ici à 300 km/h, hein. Il a gentiment décéléré, j'imagine, au niveau de la route. Mais bon, s'il y avait un piéton qui passait avec ses écouteurs au même moment, je vous laisse imaginer le délire. Mais voilà, quand il est venu s'encastrer là, je pense que ça devait être la vitesse d'une voiture, pas plus. Et voilà, il a terminé sa course là. Il est arrivé face à l'alimentation générale exotique. Il s'est arrêté là. Il y a eu un peu de corporel, mais voilà. Et alors, ce qu'il y avait après, c'était ça. Donc, il pouvait pas aller vraiment plus loin parce que là, il serait payé tous les feux rouges et tout. Donc, il a dû bien piler. On sait pas pourquoi il a bifurqué à la fin. Pourquoi il a bifurqué? Pourquoi il est pas resté sur son axe? Sachant que c'est du goudron, tout ça. Alors, est-ce qu'il y avait des voitures qui venaient en face? Est-ce qu'en freinant, il a perdu un peu le contrôle? Est-ce qu'il y a une aile qui est venue taper dans un arbre? Est-ce que alors apparemment, les 2 moteurs étaient coupés, donc il n'y a pas eu, à mon avis, de dissymétrie avec un moteur coupé et pas l'autre. Alors, si on vient là... La piste du Navary moteur, l'avion qui effectue un vol de formation depuis Rouen en direction des Yvelines, dû se poser en urgence à cause du Navary moteur. Tous les moteurs de l'appareil sont tombés en panne. Donc ça, alors d'où ils sortent, quelle est la source, d'où ils sortent cette info? À savoir que tous les moteurs de l'appareil sont tombés en panne. Si jamais c'est quelqu'un qui a simplement constaté que les moteurs ne tournaient plus au moment de l'atterrissage ou de l'arrêt sur la route,
À savoir qu'un atterrissage d'urgence dans la procédure, on coupe les moteurs. Donc ça se trouve, les moteurs ont été coupés volontairement pendant la finale, en fait, pendant l'atterrissage, et peut-être que les moteurs tournaient. Je vous ai pris, donc j'ai plusieurs choses à vous raconter. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un avion PA-34. Donc c'est un gros avion, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, un PA-34, en fait, c'est un gros bimoteur. Alors c'est relatif, un gros bimoteur. Par rapport à un avion d'aéroclub, c'est vachement gros. Hein. Ça fait, je sais pas moi, presque 10 mètres de long, quelque chose comme ça. Donc c'est un appareil assez costaud quand même. C'est pas le petit DR400, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus gros. Voilà, ça ressemble à ça. Je vous ai trouvé donc une checklist, non pas du Baron 34, mais non pas du PA34, mais d'un Baron. Ça ressemble en fait, en tout cas c'est un bimoteur. Et on va tout simplement voir la checklist d'urgence pour ne serait-ce qu'une panne moteur. C'est juste comme ça par curiosité, moi ça m'intéresse de regarder. Alors à savoir, je suis pas du tout pilote bimoteur, je suis pilote monomoteur, et il y a des procédures bien spécifiques pour ce qui est des bimoteurs. Le moteur en panne, coupez celui-ci de la façon suivante afin de réduire le plus tôt possible toute traînée inutile. Alors là je vous parle de ça, c'est juste dans l'hypothèse où ils auraient eu une panne d'un moteur en étant au-dessus de Paris et compagnie. C'est pas du tout une conclusion ni quoi que ce soit, c'est vraiment par curiosité, juste pour notre culture, quoi. Donc là c'est la checklist panne moteur en croisière, c'est pour recontextualiser un petit peu. Alors puissance à la demande pour obtenir ou maintenir l'altitude et la vitesse désirée, donner du pied pour maintenir la direction inclinée de 5 degrés environ du côté du pied lourd. Voilà, donc quand on a un moteur sur deux qui coupe, il va y avoir une traînée résiduelle due à l'hélice, également due à tout le moteur. Il va y avoir une traînée résiduelle, une dissymétrie du vol. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre l'hélice en drapeau pour diminuer la traînée. On va mettre du pied du côté du moteur qui fonctionne bien pour remettre la symétrie du vol correctement, la bille. Et donc pour l'instant, voilà. Tirer les commandes, tout ça. Bon, je vais pas tout vous lire non plus parce que ça sert pas. Vérification avant de couper le moteur en panne. Je vous laisse lire si vous voulez. Redémarrer un moteur en vol. Voilà, je vous laisserai lire. Atterrissage monomoteur, remise de gaz. Alors, pas de moteur en vol, c'était plutôt ça que je cherchais. Deux facteurs gouvernent l'utilisation en monomoteur, donc quand il passe en monomoteur. La vitesse R et le contrôle de la direction. Voilà. Donc ce qui va influer que l'avion vole ou non, c'est sa vitesse R et le contrôle de la direction. Si l'avion se met en n'importe comment, il va plus voler. S'il a plus assez de vitesse, il va plus voler. L'avion peut être manœuvré en toute sécurité aussi longtemps qu'une vitesse R est maintenue. La vitesse, c'est la vie en aviation, donc le but ça va être de maintenir une vitesse suffisante sur un seul moteur. Là on a les différentes vitesses avec les meilleurs taux de montée, etc. Pied mort 1, la pression sur le palonnier peut maintenir le contrôle de la direction, sera à côté du bon moteur. Hop, température culasse. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a une procédure bien particulière. Selon les appareils, apparemment, il y en a qui peuvent maintenir à l'altitude, il y en a qui peuvent pas maintenir à l'altitude sur un moteur. Sachant que le vol en croisière, c'est pas du tout la phase du vol la plus critique. Ce qui est le plus critique, c'est toujours le décollage. Il y a l'atterrissage également, mais il y a très peu de chances d'avoir une panne à l'atterrissage. Au décollage, c'est très très délicat. Ce qui va énormément venir détériorer les performances de l'avion et ajouter de la traînée, ça va être le train s'il est sorti, parce qu'un train rétractable, s'il est sorti, engendre énormément de traînée, contrairement à un train fixe qui est caréné et profilé aérodynamiquement pour diminuer la traînée. Donc un train rentrant qui est sorti, donc un train rétractable qui est sorti, par exemple sur un bimoteur typiquement, qui est sorti, donc ça va engendrer énormément de traînée. Avec par exemple un cran de volet au décollage, plus par exemple un moteur sur les deux qui va venir se mettre en panne. L'hélice qui n'est pas encore mis en drapeau va engendrer encore énormément de traînée.
Donc en fait, un avion bimoteur va avoir plus de mal à planer s'il a une panne. Alors s'il a les deux moteurs, c'est encore pire, mais s'il a une panne, un avion bimoteur va avoir encore plus de mal à planer convenablement pour se choisir un terrain d'atterrissage d'urgence, le temps de faire sa procédure et compagnie. Ça va être encore plus compliqué qu'avec un monomoteur. Alors également en piste, uniquement des pistes, on a différentes choses. Donc c'est vrai que c'est très bizarre, c'est extrêmement rare également qu'un bimoteur doivent se poser, alors déjà en région parisienne c'est sûr, mais de manière générale un bimoteur, le fait qu'il y ait deux moteurs, c'est une redondance supplémentaire. En aviation il y a beaucoup de redondance par sécurité, et le fait d'avoir deux moteurs, ça reste en tout cas en palier, en croisière à haute altitude, ça reste une sécurité supplémentaire pour avoir au moins de quoi atteindre le prochain aéroport ou voilà. Mais il y a quand même quelques pistes. Pourquoi cet appareil a dû se poser? Il y a quand même quelques pistes. Par exemple, on peut penser à un givrage carburateur. Il faut savoir que les conditions météorologiques étaient plutôt favorables à un givrage du carburateur. On a des températures assez basses en ce moment en France, avec pas mal d'humidité. Donc on avait des nuages, hier on avait des nuages, un peu de flotte, tout ça, et il faisait assez froid. Les conditions sont assez réunies, sont plutôt réunies pour avoir du givrage carburateur, à savoir que si les deux carburateurs givrent, parce qu'à mon avis il y a deux carburateurs, vu que tout est redondant au moins dans un bimoteur, les deux moteurs auraient pu caler. On peut aussi avoir du givrage sur les hélices et même sur les gouvernes par exemple, à savoir que si un appareil, que ce soit un jet, un avion de ligne, un avion de chasse, tout ce que vous voulez, ou un petit ULM, commence à givrer, la structure va devenir de plus en plus lourde, de moins en moins manœuvrable, on va perdre énormément en portance, et là si on n'agit pas très rapidement, c'est le crash assuré, parce que l'avion va tout simplement décrocher, il va perdre énormément en vitesse et en portance, et il va finir par décrocher. Donc c'est ce genre de situation qui peut amener un pilote à volontairement se poser le plus rapidement possible. Et comme je vous ai dit, les moteurs ne sont pas forcément tombés en panne, hein. C'est dans la procédure d'urgence, d'atterrissage d'urgence, on coupe les moteurs pour éviter un potentiel départ de feu, un potentiel incendie s'il y a un impact. Donc c'est peut-être le pilote qui a coupé volontairement les moteurs à l'atterrissage, peut-être qu'ils n'étaient pas en panne, donc on peut peut-être parler de tout simplement un givrage carbu ou hélice ou gouverne ou cellule, ou des ailes même. Il peut y avoir aussi tout simplement la panne d'essence. C'est vraiment une piste à étudier, parce que la panne d'essence, c'est pas que c'est bête, mais en fait le bilan carburant à faire en préparation de navigation, s'il n'est pas bien fait, ça peut être désastreux. Et je vais tout simplement vous lire une conclusion de rapport du BEA qui n'a rien à voir, mais qui est quand même avec un avion bimoteur de type PA30, donc assez similaire. Donc, cause du crash, l'accident résulte de la combinaison de facteurs suivants: une probable anomalie technique sur les dispositifs normaux et de secours de sortie du train non déterminés par l'enquête, bon ça n'a rien à voir, une répartition des tâches improvisées permettant d'absorber la charge de travail immédiate mais n'incluant pas une gestion appropriée du carburant, l'absence d'un système d'alarme bas niveau carburant. L'accident met également en lumière une restitution inadéquate des actions d'urgence prévues en cas de panne moteur sans qu'il soit possible d'affirmer qu'elle l'aurait évité. La décision de renoncer à rejoindre l'aérodrome et à procéder à un atterrissage forcé a probablement réduit la gravité des conséquences de l'accident. Cet accident peut être mis en perspective de l'accident survenu le 28 décembre 1978 au DC-8 immatriculé à 1, Portland. Confronté à une anomalie lors de la sortie du train, les 3 membres d'équipage de conduite, bon allez, ça c'est encore autre chose. Mais pour vous dire que voilà, j'ai tapé bimoteur sur le site du BEA, donc qui est le Bureau des enquêtes aéronautiques, il me semble. Voilà. Ah non, Bureau des enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. J'ai tapé bimoteur et je suis tombé sur une conclusion qui parlait du bilan carburant. Donc comme quoi on peut avoir 2 moteurs et se planter dans la gestion du carburant. Je dis pas que c'est le cas forcément avec ce qui s'est passé hier, bien entendu, mais c'est une piste sur laquelle il faut s'intéresser forcément, parce que ça avait beau être une petite navigation, il faut quand même du pétrole. Si on part et que c'était déjà sur la réserve ou que c'était pas les bons réservoirs et compagnie,
il aurait pu se passer quelque chose. Voilà, donc c'est une piste. Une autre piste, mais qui est peut-être pas forcément intéressante, ce serait la contamination du carburant, parce que quand on fait le plein, on met normalement l'essence dans les deux réservoirs ou plus s'il y en a plus avec les auxiliaires et compagnie. Et si le carburant est pourri, il peut venir éteindre nos deux moteurs. Alors c'est pas forcément très pertinent comme piste parce que c'est plutôt arrivé en fin de navigation. S'il y avait vraiment eu un problème, ça aurait pu se passer, ils auraient pu déceler le souci durant les essais moteurs avant le décollage. Ils auraient sûrement eu des avaries ou des ratés moteurs ou quelque chose, des pertes de puissance au moment du décollage, en croisière, peut-être 10-15 minutes après avoir décollé. Et en plus de ça, d'autres appareils qui se seraient ravitaillés dans les jours ou dans les heures adjacentes à celui de l'appareil en question auraient eu également des problèmes. Donc la contamination carburant, c'est pas une piste forcément très intéressante. Alors il y a un truc que je connaissais pas, il y a un gars qui m'en a parlé, un pilote bimoteur, il m'a dit qu'il y avait des procédures, alors je sais pas si c'est des procédures école ou des procédures opérationnelles, je pense opérationnelles de tous les jours, ça me paraît un peu bizarre, ça doit être des procédures école d'entraînement. Il y a des pilotes et des instructeurs qui font des approches IFR en coupant un moteur sur deux. Ça doit être des procédures école voilà, pour s'entraîner. Mais à savoir que parfois, au-dessus de Paris ou même ailleurs, il y a des bimoteurs qui coupent un de leurs deux moteurs, même en IFR, même avec du monde en dessous et compagnie, pour s'entraîner. Donc là, c'était un vol d'instruction, en l'occurrence. On pourrait très bien imaginer qu'ils aient coupé un des deux moteurs et que le moteur restant est foiré. Voilà, c'est une piste. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. Tout ça pour 24 minutes, à la vache. Tout ça pour dire que pour l'instant c'est juste des pistes, on va pas jouer le journaliste des grands médias là, qui racontent tout et n'importe quoi, qui mettent des images du LM quand il s'agit d'un avion de ligne et compagnie, qui font tout et n'importe quoi. Là c'est juste des pistes, c'est juste pour voilà, parler du sujet et se questionner là-dessus. Le seul truc fiable, la seule conclusion fiable, ça sera le rapport du BEA et également ce que les pilotes auront à nous dire. En tout cas, on leur souhaite forcément un bon rétablissement. On espère les revoir prochainement dans un avion pour passer ce mauvais moment. J'espère qu'ils passeront des fêtes de fin d'année correctes malgré ce qui s'est passé. Ils sont pas en danger de mort, ils sont pas, leur pronostic vital n'est pas engagé malgré qu'ils soient grièvement blessés. Donc on leur souhaite vraiment un bon rétablissement. Le but, c'est que ça serve à tout le monde, y compris à eux. Le rapport du BEA est là pour ça, pour nous alerter, pour nous donner des conclusions, nous avertir sur les erreurs à ne pas faire. Si vous voulez que je lise des rapports du BEA et qu'on en parle ensemble, franchement ça peut être super intéressant. J'aimerais bien décrypter quelques rapports du BEA, ça peut être un super retour pour tout le monde. Également sur notre Discord, vous avez le lien en description, sur notre Discord on a une rubrique Rex, retour d'expérience, avec des pilotes de chez nous, de la communauté, qui ont écrit leur propre expérience sur des choses qui les ont un petit peu choqués ou déroutés, ou des situations un peu dangereuses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute de tout ça, c'est hyper formateur et intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas abonnez-vous pour d'autres vidéos, mettez un like et moi je vous dis à bientôt, tout là-haut.